Bonjour à tous, je m'appelle Florian Douetto et je voulais vous raconter aujourd'hui une petite histoire. Alors, je ne sais pas si j'ai ma presse. Ouais. L'homme que vous voyez derrière moi, ouais, c'est le cas, c'était un de mes héros quand j'étais petit. En fait, j'ai commencé à 6 ans à m'intéresser beaucoup à la robotique. Et donc, du coup, j'allais dans ma bibliothèque de quartier à la recherche de livres avec les bonnes couvertures, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je regardais beaucoup les couvertures des livres pour les choisir. Et j'étais tombé sur un livre de robots par cet homme, c'est Isaac Asimov. Alors, à l'époque, j'étais un lecteur assez compulsif. Et du coup, quand un livre me plaisait, je lisais à peu près tous les livres de l'auteur en question. Ce qui est pratique dans une bibliothèque municipale, parce qu'il suffit de suivre les travées pour le faire. Et en fait, ce qui m'intéressait dans l'œuvre d'Asimov, il me semble, peut-être que je ne le formulais pas comme ça à l'époque, mais maintenant c'est comme ça que je le fais, c'est qu'en fait, il avait une vision, finalement, de l'interaction future entre l'homme et le robot, alors qu'il écrivait tout ça dans les années 50, 60, 70. Enfin, il a écrit beaucoup d'œuvres sur 40 ans, à peu près. Et il synthétisait ce rapport moral entre l'homme et le robot, en fait, avec quelque chose qui construisait, en fait, et qui revenait dans toute son œuvre, même s'il parlait d'univers complètement différents, de personnages différents. Il y avait toujours 3 lois qui gouvernaient le rapport entre l'homme et le robot, qui, en gros, disaient que le robot ne doit pas faire de mal à l'homme, que le robot doit écouter ce que fait l'homme, et que quand même le robot ne doit pas s'autodétruire. Et en gros, toute son œuvre consistait à explorer tous les paradoxes potentiels liés à ce framework moral liant l'homme et le robot. Et l'autre chose qu'il y avait forcément dans son œuvre, c'était des personnages marquants, comme par exemple celui de Daniel. En gros, c'est l'histoire qui est maintenant assez classique. Maintenant qu'on est en 2010, on a l'impression d'avoir entendu cette histoire, je ne sais pas, 10 fois dans le dernier blockbuster américain. Mais en gros, c'est l'histoire du robot qui a une forme humaine, mais un esprit qui n'est pas encore humain, et forcément qui, au fur et à mesure, devient de plus en plus humain par l'esprit, tandis que l'homme, finalement, forcément, se déshumanise, forcément, etc., etc. Donc, du coup, moi, j'ai été vraiment intéressé par tout ça, par ces questions, au fond. Et je me suis du coup toujours demandé comment ça allait se passer, en fait, ce rapport entre l'homme et l'humain. Comment est-ce qu'on allait commencer à fabriquer des machines qui parlaient. Donc à l'époque, j'avais un petit ordinateur où on commençait à avoir des petits programmes dans lesquels on pouvait essayer de taper des choses qui essayaient de parler automatiquement, de vous répondre. C'était très à la mode d'avoir ces petites choses où soit ces jeux, soit ces programmes qui étaient là pour pas forcément faire grand-chose, où vous posiez une question, il essayait de vous donner une réponse, même si elle n'avait aucun sens. Dans les années 80, c'était très à la mode d'avoir des petits programmes qui faisaient ça. Mais je me demandais comment ça allait évoluer. Alors, à vrai dire, je pense que j'avais pas beaucoup de chance par rapport à l'année où je suis né. Donc tout ça, c'était Donc j'ai 36 ans, donc c'était il y a 30 ans à peu près. Et après, pendant toute mon adolescence, je m'intéressais à l'intelligence artificielle. Et à l'époque, dans les années 90, c'était un peu ce qu'on appelle un des hivers de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essayaient de faire des choses, mais il n'y a pas grand-chose qui marchait. Quand on voulait en faire, essentiellement, ce qu'on pouvait faire, c'était essayer de faire des moteurs de jeux d'échecs. Ce qui commençait à marcher, un petit peu. Mais finalement, tout le reste, c'était très, très frustrant. Et ce qui est nouveau, finalement, dans les 5, 6 dernières années, c'est que toutes ces choses autour de l'intelligence artificielle commencent à marcher. Donc on commence à avoir des choses qui ont un impact concret sur notre quotidien. Et il y a une accélération forte dans ce domaine. Personne ne sait d'ailleurs tout à fait pourquoi ça commence à marcher, mais au fond, ça commence à marcher. Alors, il y a des choses concrètes qu'on voit par rapport à ça. Par exemple, on commence à avoir des voitures qui se conduisent toutes seules. Ça devient une réalité. Donc, c'est quasiment d'ailleurs celle qui a le plus d'impact ou qui est le plus visible au quotidien, c'est qu'on voit un objet, quand on se balade en Californie, qui se conduit tout seul, et ça a l'air de marcher. Personne n'a l'air stressé par ça particulièrement, ça pose plein de questions, mais c'est une réalité. Alors, évidemment, quand on regarde ces objets-là, il faut comprendre que ce n'est pas des objets magiques. Ce n'est pas juste un système dans lequel on a laissé un ordinateur regarder comment les gens conduisaient et apprendre par lui-même comment ça marchait. Une voiture automatique, ça ressemble plus à un système dans lequel il y a en fait plein de modèles différents. On a dû apprendre à comprendre ce que c'était qu'une route, ce que c'était qu'une voiture, à reconnaître des contextes, se fabriquer des modèles de conduite, des modèles de glissement des pneus, d'accélération, de risque, comprendre quel était le contexte, etc. Enfin, c'est des objets informatiques complexes qu'on aurait été en fait incapable de créer il y a 15 ans, juste parce que la quantité de
savoir informatique ou la complexité de ce type de système était quasiment pas accessible, quel que soit le niveau de ressources qu'on voulait mettre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas juste dans le quotidien ou dans des choses très utilitaires qu'on commence à voir ces changements-là. Quelque chose qui est très à la mode depuis quelques mois, peut-être un petit peu plus même, mais encore plus depuis quelques mois, c'est ces concepts de transfert de style. Transfert de style, c'est le fait d'avoir un ordinateur qui arrive à apprendre et à comprendre le style d'une image, alors souvent d'une peinture, pour que ce soit intéressant, et à le réappliquer sur une image existante. Alors quand on lance de manière un petit peu sauvage ce genre de technologie sur Internet avec des implémentations open source, forcément ça arrive sur le bottom classique d'Internet, c'est-à-dire c'est des images de chats. Mais sur le fond, c'est très intéressant. Enfin, en fait, on a appris à un ordinateur à apprendre un style. Donc quelque chose qu'on pensait être de la pure intuition humaine, en pratique, c'est des layers de deep learning, des layers de systèmes de réseaux neuronaux à plusieurs couches, et on arrive à rationaliser un style en disant qu'un style, c'est des corrélations qu'on trouve dans les caractéristiques de l'image, donc dans les formes et dans les couleurs, et qu'on arrive à reproduire, donc des corrélations qu'on voit sur à peu près toute l'image. Oui, en effet, c'est ça un style. C'est une certaine manière d'enchaîner les couleurs qu'on voit un petit peu partout sur l'image et pas juste à un endroit, et à différents niveaux. Alors, on pourrait croire que alors, ce qui est encore pire, entre guillemets, enfin pour moi je trouve ça encore pire, c'est que maintenant il y a des gens qui arrivent aussi à appliquer ça sur le texte. Donc là, il y a quelques mois, une autre chose qui s'est passée, c'est qu'il y a quelqu'un qui a filmé en monde réel un film dont le scénario, un tout petit film hein, moins d'une dizaine de minutes, dont le scénario avait été écrit, généré par un ordinateur. Donc on a fait apprendre à un ordinateur en lui envoyant potentiellement toute une série de textes de science-fiction, et il a généré un film de science-fiction, un peu absurde, mais finalement qui est très regardable. Alors, c'est un petit peu surprenant. Je crois que dans cette scène-là, juste après, le personnage là, qui est de dos, il va vomir un œuf. Pas un œuf. Vomir un œuf, encore, c'est cohérent. Il va vomir un œil. C'est un peu absurde. Mais en même temps, ça passe. Quand on le regarde, on se dit, oui, il vomit un œuf. Il y a certains types de livres qu'il a dû être dans le corpus d'apprentissage. Ça passe. Et c'est pas juste dans le domaine de la création. Il y a des aspects. Enfin, ça se voit aussi dans des domaines encore plus concrets, réels. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le fait de faire apprendre à des systèmes plus de comportements biologiques complexes, et donc à utiliser l'informatique et les données pour apprendre les quantités optimales de fertilisants ou d'eau à amener sur les cultures, et du coup à automatiser une partie du travail de l'agriculteur. Donc oui, alors il n'y a pas juste l'auteur, le peintre qui est au chômage, aussi l'agriculteur, qui n'avait pas besoin de ça, lui. Hein. Et encore plus fameux, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur des tâches de beaucoup plus haut niveau. Par exemple, une tâche qui est très complexe, qui demande un très gros niveau d'expertise, c'est celui, par exemple, d'analyser les ondes cérébrales, les électroencéphalogrammes, pour diagnostiquer des maladies neuronales. Les gens qui font ça, c'est des sujets très complexes. Ils doivent avoir souvent, en plus de leur diplôme de médecine, donc 7 ans, quelques années d'expertise dans le domaine, genre quelques années. Et une fois qu'ils ont ces quelques années d'expertise dans le domaine, ils lisent ces ondes cérébrales, et en général, ça leur prend le temps réel pour lire ces ondes cérébrales. C'est-à-dire que pour lire 1 heure de graphe avec 50 signaux venant d'un cerveau, ça leur prend à peu près 1 heure pour diagnostiquer, mettre des petits tics gauche à droite pour savoir s'il y a une pathologie ou pas. C'est à peu près ça l'état de l'art de l'humain. Et en ce moment, on est en train d'essayer d'automatiser ça, c'est-à-dire faire en sorte qu'une bonne partie de cette tâche-là soit faite par un ordinateur. Donc ce n'est pas une tâche facile, en fait. Hein. L'humain y arrive à peine en temps réel, alors qu'il est plutôt bien entraîné. Mais évidemment, à chaque fois qu'on veut mettre ce genre de choses en place, il y a beaucoup de gens qui bossent, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Là non plus, ce n'est pas de la magie et on envoie juste toutes les données à un système informatique. C'est des chercheurs qui fabriquent un modèle d'un certain type, un autre qui itère et qui lance des algorithmes. Alors du coup, moi, mon intérêt personnel, mais en fait aussi assez professionnel, oui, j'ai oublié de dire, en fait, moi je travaille dans une société, j'édite un logiciel d'analyse de données. Donc moi, une partie de ma passion, c'est de se demander comment tout ce genre de nouvelles applications va impacter
l'univers de l'entreprise assez commun, l'entreprise de tous les jours, c'est-à-dire la bonne vieille entreprise, enfin, celle dans laquelle on a des applications métiers, on se pose la question de stock, de logistique, de prix, de marketing, de clients, etc. Celle dans laquelle on a plein d'applications et des gens qui travaillent derrière. Enfin, a priori, c'est plutôt votre quotidien à vous d'ailleurs, par rapport aux différents cas d'utilisation que j'ai mentionnés précédemment. Alors, dans cette entreprise, si je veux vraiment caricaturer, de nos jours, il y a deux grands types d'applications en fait. Il y a les applications dans lesquelles on a un processus métier qu'on veut renforcer via l'informatique. Donc, si je caricature, j'ai des formulaires qui se succèdent et qui permettent de faire en sorte qu'un processus de commande soit renforcé, bien documenté, applicable, transmis aux fournisseurs, etc. Puis il y a les applications de reporting qui sont de plus en plus à la mode et où il s'agit de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise pour supporter une décision métier soit très tactique, soit très stratégique. Donc évidemment, ces applications, elles ont beaucoup évolué dans le temps. De nos jours, les applications... je crois, comme le montrait le talk précédent, enfin, finalement, les applications qui renforcent un process métier, l'enjeu, c'est d'être de plus en plus agile, facile dans le quotidien. Les applications de reporting, elles ont vocation à avoir des quantités de données de plus en plus importantes, parce que l'usage est drivé par ça. Mais alors, autre chose qui devient, il me semble, de plus en plus important, c'est qu'en fait, on a aussi besoin d'applications beaucoup plus mixtes et surtout qui sont plus intelligentes. C'est-à-dire des applications dans lesquelles j'ai un petit processus métier, j'ai besoin de beaucoup de données, de prendre une décision relativement complexe à partir de toute la donnée de mon entreprise. Et parce qu'il y aura beaucoup de données, je vais avoir besoin d'un petit conseil, d'une petite machine, de quelqu'un qui va, en pratique l'ordinateur, qui va, via un petit algorithme, alors là, il y a plein de variations possibles, essayer de me suggérer quoi faire. Alors, des applications de ce type-là, évidemment, ça ne vient pas de zéro. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans que des gens essayent de les monter. Ça a commencé par des systèmes de prise de décision à base de règles, de plus en plus de gens qui faisaient de la statistique, l'apprentissage automatique, c'est-à-dire le fait d'avoir des algorithmes qui apprennent, et de plus en plus des systèmes plus haut niveau qui prennent ou suggèrent comment faire les choses. Et alors, des exemples de ça, c'est par exemple, on peut les décliner dans pratiquement tous les aspects de la vie de l'entreprise. Dans le domaine marketing, ça va être des applications qui vont vous aider à mieux comprendre quand vous faites une campagne marketing, quel était le coût réel de votre campagne, ligne par ligne ou segment par segment, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ou qu'est-ce qu'elle pourra vous apporter, en essayant de faire des prédictions. Puis, vous suggérez des comportements. Vous suggérez d'arrêter telle ligne de campagne, doubler celle-ci, vous suggérez d'en faire une autre. Donc des systèmes qui font ça, maintenant, il y en a de plus en plus. C'est un peu un enjeu pour une entreprise de les développer. C'est aussi le cas, autre exemple, dans le domaine de la logistique, où de plus en plus, on va chercher à automatiser les flux logistiques, et puis les acteurs qui sont les meilleurs dans le domaine du e-commerce ou de la chaîne logistique, c'est ceux qui auront investi assez fortement dans cette automatisation, le fait d'utiliser de manière systématique la donnée pour fabriquer des applications qui automatisent des choix que dans le passé on faisait manuellement. Le choix qu'on faisait dans le passé manuellement, c'est l'hiver dernier, juste avant les soldes, on a commandé 30 chapeaux, on va peut-être en commander 30 ou 35 parce qu'on sait que cette année on a un petit peu grossi, quoi. Si je caricature, c'est un peu une manière dont on pouvait fonctionner il y a 30 ou 35 ans. De nos jours, on va laisser ce choix à un algorithme. Et du coup, la question sous-jacente, c'est finalement là aussi la question du remplacement de l'homme. Si je caricature, entre les années 80 et peut-être 2005, c'est les années du règne de l'analyste. C'est la personne dans l'entreprise qui est chargée d'analyser une donnée, qui prend une importance de plus en plus forte. Dans les années 80, l'analyste est peut-être assez souvent le consultant qui vient de l'extérieur et, comme il est parmi un des premiers à savoir maîtriser les tableurs et la feuille Excel, réinvente le business plan de l'entreprise en allant chercher la bonne métrique. Puis au fur et à mesure, c'est la business intelligence qui y prend une place de plus importante dans l'entreprise. Puis le big data, parce qu'il faut que je maîtrise et que je fasse des analyses sur des données de plus en plus volumineuses pour être pertinent. Mais où c'est toujours à la fin un humain qui utilise toutes ces données pour prendre une décision. Mais maintenant, on arrive à une sorte de point d'inflexion dans lequel, de plus en plus, l'enjeu, en fait, c'est d'utiliser ces données-là pour automatiser la décision. Et donc, in fine, potentiellement, c'est plus l'humain qui va décider d'arrêter ou d'augmenter la campagne. C'est potentiellement l'ordinateur qu'on va laisser tourner. Ce qui pose pas mal de questions.
Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a ce genre de révolution, il y a finalement, il y a la question de savoir si on n'est pas en train de faire sortir un monstre du placard. Le personnage que crée Asimov, ce robot humain, etc., c'est juste la prolongation de plein de personnages précédents de la littérature, quoi. C'est juste une nouvelle version de Frankenstein, de la créature de Victor Frankenstein, ou encore avant du golem, en fait. C'est toujours la même histoire. Comment est-ce que le personnage qu'on crée, ou la fonction qu'on crée, ou l'ordinateur qui devient plus intelligent, va interagir effectivement avec nous. Alors, c'est quoi les risques finalement de ce genre de... Moi, ce qui m'intéresse au fond, parce que je suis praticien finalement de ce domaine-là, hein, c'est-à-dire j'édite un logiciel qui va aider les gens, in fine, à développer plus rapidement ce type d'application. Donc du coup, forcément, je me pose la question des risques associés. Alors, je pense qu'il y a un risque finalement dans le développement de ces applications informatiques plus avancées dans le domaine de l'entreprise. Un premier risque, c'est qu'elles soient contrôlées par un nombre limité de personnes. Alors, contrôlées par un nombre limité de personnes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on regarde de loin l'informatique des années 2000, ceux qui ont gagné dans les années 2000, c'était un petit nombre d'entreprises qui ont su prendre des marchés, être très rapides, et puis techniquement, à être vraiment très agiles. Twitter, Google, Facebook, LinkedIn, etc. Ils ont vraiment créé une culture technique et une capacité d'exécution incroyable. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de ressortir de nouvelles versions de leurs produits, de pivoter, de sortir de nouvelles versions de leur site de manière nouvelle. Ils ont pratiquement créé des cultures autour de ça. La question, c'est est-ce que c'est les mêmes entreprises qui seront capables aussi, parce qu'elles auront un primat technologique, de développer les applications intelligentes du futur. Et du coup, au final, directement ou indirectement, de les contrôler. Bon, il se trouve que quand j'ai fait ce slide, je ne savais pas encore que LinkedIn allait être racheté par Microsoft, ce qui fait potentiellement encore plus peur. Parce que Après, une autre question, c'est de savoir si on ne risque pas, ou en tout cas une frange de la population, ne risque pas de devenir, entre guillemets, esclave, alors là je sors le gros mot, mais esclave de l'ordinateur. Ce qui veut tout et rien dire. Mais c'est vrai que quelque chose qui peut faire peur, c'est par exemple imaginer une entreprise dans laquelle le processus de vente ou marketing serait effectivement piloté par un ordinateur, le corporate IA, l'intelligence artificielle d'entreprise, dans lequel, au fond, ce serait un ordinateur qui lancerait à des opérateurs humains des commandes du genre alors maintenant, c'est vraiment le bon moment pour appeler tel client. Voilà, j'ai écrit un petit blurb de texte, mais qui ne doit pas être très drôle, parce que je suis juste un ordinateur. Est-ce que tu peux rajouter une petite blague au début ou à la fin, avant que je l'envoie automatiquement par email, à une heure que j'aurais déterminée comme étant l'heure optimale, etc., etc. Et puis, voilà, je t'ai mis un petit pop-up dans ton calendrier pour que tu ailles le voir à telle heure. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà échangé par mail avec lui pour être sûr qu'il était disponible à cette heure-là. Enfin, ça pourrait arriver, en fait. Enfin, je veux dire, c'est peut-être le futur de la vente efficace quand on est une entreprise, en fait. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Enfin, c'est une vraie question. Le problème de ça, c'est que, oui, à la fin, un risque principal, c'est que les gens qui sont opérateurs de ça aient plus trop envie de le faire, qu'il n'y ait plus le hubris de la vente, par exemple. Et du coup, tout s'écroule. Une autre question, c'est un peu comme le disait, comme se questionnait Asimov, c'est la question de l'objectif moral. Il y a 2 mois, je pense, oui, c'est un papier qui est assez récent, il y a des gens qui se sont posé la question finalement de la moralité de la voiture automatique. La question de la moralité de la voiture automatique, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai 10 personnes qui sont en train de passer sur le passage clouté, et du coup la voiture doit prendre un virage à droite, mais potentiellement, si elle prend un virage à droite, elle va percuter quelqu'un sur le trottoir. Donc, est-ce qu'elle prend une décision pour potentiellement percuter moins de gens, mais quand même tuer quelqu'un ? Question 1. Question 2, alors il y a l'autre variante, c'est potentiellement, je dois éviter quelqu'un qui est en train de traverser la route, mais dans ce cas-là, je vais percuter un mur, et potentiellement, je risque de tuer le conducteur. Donc, est-ce qu'il vaut mieux préserver la vie du conducteur ou la vie de la personne qui est en train de traverser la route ? Alors, peut-être qu'il vaut mieux préserver la vie de la personne qui est en train de traverser la route. Okay, mais dans ce cas-là, est-ce que le conducteur ne va pas avoir peur de sa voiture automatique et du coup rester sur une voiture manuelle ? Du coup, est-ce que le bénéfice global est pas moindre puisque les gens vont prendre moins de voitures automatiques alors que les voitures automatiques sont plus sûres ? Bonne question. Voilà. On peut se poser plein de questions. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a 2 personnes qui sont en train de traverser la route ? Et pas qu'une. Donc 1 contre 2, enfin voilà. On peut se poser plein de questions comme ça. Alors, bon, donc si on le regarde de loin, c'est un peu comme si on avait un nouvel objectif
potentiellement à atteindre quand on conçoit ces applications. C'est-à-dire que je crois qu'on est tous assez conscients que quand on conçoit des applications digitales de nos jours, il y a des objectifs forts qui sont, 1, la sécurité, qui est à peu près maîtrisée, 2, le respect de la vie privée, sur lequel il y a de plus en plus de réflexion, enfin, et même des grands acteurs comme Apple qui bougent pour essayer d'expliquer comment effectivement on va respecter la vie privée des gens quand on développe des applications qui utilisent fortement la donnée. Mais après, il y a en quelque sorte un nouveau problème qui est celle de la, alors j'ai pas de bon mot pour ça, mais la légitimité. Qui est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour que ces applications automatiques soient toujours perçues par leurs utilisateurs comme ayant une légitimité humaine. C'est-à-dire que l'objectif suivi par l'application soit vraiment celle d'un humain et pas seulement celui d'un ordinateur. Parce que c'est peut-être critique pour qu'elle soit vraiment acceptée sur le long terme. Alors, si on descend sur l'univers corporate, à la fin, dans l'univers corporate, c'est vraiment une question, j'allais dire, de rôle de l'utilisateur. C'est-à-dire comment il se positionne par rapport à cette application. Et du coup, en fait, c'est presque une question de, c'est une question de design, en fait. C'est une question d'UX. C'est comment est-ce que c'est quoi les patterns, finalement, comme il y a les UX patterns par rapport au design d'interface graphique, c'est quoi les patterns d'interaction entre un humain et une intelligence artificielle dans une application métier, d'optimisation marketing, de logistique, etc. À quoi ça ressemble? Donc là, on pourrait aussi se poser la question, et c'est des questions que je me pose, de quels sont les patterns qu'il faut implémenter. Est-ce qu'à chaque fois qu'on développe ce type d'application, il faut suivre ce genre de pratique? Donc oui, il y a certains patterns qu'on voit quand on développe ces applications. Par exemple, il y a celui dans lequel l'intelligence artificielle va déterminer des tendances automatiquement en inspectant les données, ou surtout fournir de nouvelles représentations des données. Mais la vraie tendance, c'est au final à l'humain d'interpréter. L'intelligence artificielle lui a mâché le travail en réduisant la quantité de données qu'il a à avoir. C'est par exemple souvent le cas des applications de monitoring média, mais c'est aussi le cas de l'application médicale sur les ondes cérébrales que je mentionnais précédemment. À la fin, oui, probablement que de toute façon, c'est forcément à un médecin de prendre la décision finale. L'ordinateur lui a juste mâché le travail en résumant, entre guillemets, l'information. Il y a d'autres sujets assez similaires dans lesquels on va demander à l'ordinateur de détecter les choses qui sont vraiment sorties de l'ordinaire, en fait. C'est souvent le cas dans les applications de fraude, dans lesquelles en fait, un ordinateur, dans la plupart des cas, va sortir les signaux faibles, déterminer qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, donner beaucoup d'informations contextuelles à un opérateur humain qui, au final, va prendre la décision de fraude, pas fraude, action, pas action. Après, il y a aussi une bonne pratique qui est celle des applications dans lesquelles il y a un objectif business. Alors oui, les ordinateurs, ils sont bons pour résoudre les problèmes, mais bon, ils ne sont pas encore bons pour se donner leurs propres objectifs ou pour déterminer un objectif. Donc il y a forcément un pattern dans lequel il s'agit de faire en sorte que de fournir à l'ordinateur un objectif business clair pour qu'il propose des solutions. Et une variante du cas où un autre pattern important, c'est celui, et de plus en plus à la mode, c'est celui du renforcement. C'est-à-dire celui dans lequel l'ordinateur va proposer des choses, des classifications, du contenu automatique, etc. Donc ça peut être assez à la mode dans toutes ces nouvelles applications dans lesquelles on charge l'ordinateur de générer du texte, d'envoyer des messages, de choisir des stratégies, et où quand même il y a un opérateur humain qui va valider si oui ou non c'est une bonne idée. En quelque sorte, ils vont collaborer tous les deux jusqu'à devenir meilleurs. Après, malheureusement, il y a aussi un pattern d'application qui va être, il me semble, courant, c'est celui dans lequel au fond, l'intelligence artificielle, elle est utilisée pour fixer des priorités. Donc, cas typique, call center, on va demander à l'ordinateur d'optimiser le planning du call center ou de déterminer la priorité dans laquelle il faut appeler tel ou tel client. Et au final, c'est à l'opérateur humain d'exécuter la stratégie déterminée par l'ordinateur. Et au fond, c'est ce genre de patterns qui sont les plus à risque, puisqu'au final, on est en train de mettre un opérateur humain finalement sous la coupe d'une règle déterminée automatiquement. Et donc, au final, si on regarde ça de très loin, c'est un peu, pour moi, il y a un peu une nouvelle discipline qui se crée quand on crée ces nouveaux systèmes. Il y a la question de savoir comment on fait interagir un ordinateur qui va savoir faire des prévisions, qui va savoir analyser les données, les résumer, qui va savoir prendre un problème et chercher les optimaux avec beaucoup de stratégies d'exploration intelligente, qui va savoir
vraiment analyser toutes les données pour voir les cas les plus atypiques. Et de l'autre côté, l'humain qui sait prendre du recul, juger, quoi que cela veuille dire, qui sait regarder de loin les tendances et regarder ça potentiellement à plusieurs niveaux, de bas jusqu'en haut, qui sait exécuter en fait, qui sait avoir un impact sur le réel, qui sait valider, c'est-à-dire s'engager et engager sa responsabilité, et savoir comment est-ce que ces deux choses, en fait, l'humain et la machine, doivent interagir dans ces systèmes en fait. Il y a une discipline à créer presque. Et donc par rapport à ces réflexions, que j'espère pas trop philosophiques, mon petit takeaway, donc moi-même j'ai une fille qui vient d'avoir 11 ans, et mon takeaway, c'est si vous avez des enfants qui ont entre 10 et 17-18 ans, donc ils sont encore dans la perspective potentiellement de choisir leur travail, potentiellement, à mon avis, dans les 5-10 ans à venir, le fait d'être un ingénieur design capable d'articuler ces choses-là, donc je ne sais pas quel sera le nom de ce job title, parce que souvent il y a des noms sur les job titles qui les rendent très sexy et qui permettent de créer un marché. C'est le cas plus particulièrement dans le domaine de je travaille, data science, data scientist, c'est très à la mode. Mais donc je pense que dans 5-10 ans, AI, experience designer, etc., ce sera sûrement un job critique, tout simplement parce qu'il y aura à la fois toutes ces applications B2C qui sont en train d'être créées, mais qui vont devenir complètement mainstream. Et de l'autre côté, le besoin dans le domaine corporate des applications, c'est vrai, beaucoup moins visible, mais tout aussi importante de la vie des entreprises, d'articuler le rapport entre l'homme et la machine. Merci.